portabuts cap a coix, cap a dret. Pren lo portabuts i vergonya que l'endret. L'ale té un joc, entra a casa amb un dofot. Faci que fa joc, si costat de Santa Cruz. Pren lo portabuts per anar de caparatge. Canto portabuts per anar a gaudir en bondatge. Si lo caminau de la riu de Lagún, junto cominau de la riu de Calefón. Si hi ha nada plavedina. Je ne vais pas être le plus habile à vous parler de ça aujourd'hui, puisqu'il y a avec nous à la fois Cécile Moreno qui a écrit un livre, Tous les arbres ont des racines, qui raconte l'histoire fondatrice du Théâtre des Amandiers de 65 à 82. Elle est là pour en parler, pour nous évoquer l'origine finalement, la manière dont le théâtre a vu le jour avec Pierre Debauche, et également Philippe Mercier qui est dans le film de Daniel Kling le fil conducteur de tous les interviews. Alors, on a mis en ligne sur le groupe WhatsApp qui nous permet d'organiser un petit peu tous les événements et le suivi des Agora. On a mis en ligne le film et j'espère que vous avez été nombreux à pouvoir le voir. Pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de voir le film, qui donc s'appelle Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation, et qui donne la parole à bon nombre d'acteurs de cette période. Donc c'est un témoignage précieux et je tenais à ce que j'ai d'abord appelé Daniel Kling et il m'a orienté vers Philippe Mercier. Et donc il est là avec nous et c'est un grand honneur de vous recevoir tous les deux. On vous remercie d'être présents et de nous présenter les prémices finalement de cette décentralisation. Vous allez nous dire ce que ça représentait à l'époque, parce qu'on vit encore sur ces acquis-là. Et pourtant, actuellement, les paradigmes ont changé. Voilà. Honneur aux dames. Oh, honneur, c'est gentil. Mais je crois que donc je suis là pour présenter le livre effectivement que j'ai écrit, qui m'a pris 10 années au total. Ce livre, il est né finalement d'une rencontre qui est celle que j'ai faite avec Pierre Debauche dans les années 2006-2007. On s'est rencontrés, il venait à Nanterre présenter un de ses spectacles qui s'appelle Le Sourire d'Averroès. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il était le fondateur du Théâtre des Amandiers devant lequel on est. Et ce qui était assez étonnant, moi à l'époque j'étais journaliste, et ce qui m'avait étonnée, c'est que j'étais persuadée, convaincue, comme peut-être beaucoup d'entre nous, que le Théâtre des Amandiers avait été créé en 1982 avec l'arrivée de Patrice Chéreau. Or, il se trouve que ce théâtre-là, devant lequel nous sommes, il a été inauguré en 1976, mais c'est véritablement un bâtiment, mais qui est le fruit de tout un travail d'années préalables, puisque le véritable Théâtre des Amandiers est fondé en 1965, donc presque 11 années plus tôt, quoi. Et ce Théâtre des Amandiers commence finalement par une aventure qui est celle d'un pionnier, donc Pierre Debauche, et qui s'inscrit dans une logique de la décentralisation, mais deuxième décentralisation, puisque la première est après-guerre directement, et elle s'inscrit dans cette décentralisation, deuxième décentralisation en banlieue à partir des années 60. Donc ce bâtiment 76, finalement, il est là aussi, on est devant, grâce à Pierre Debauche, qui est mort il y a 12 ans, et grâce à son combat et finalement à tout son engagement, et le fait que pour lui, justement, le théâtre, créer un théâtre dans la ville, c'était une nécessité vitale. Alors, l'épopée du Théâtre des Amandiers, je crois qu'avec Pierre Debauche, elle est possible d'abord, je crois que c'est essentiel, c'est parce que c'est une aventure d'équipe. Sans une équipe, autour, certes, Pierre Debauche est fondateur, mais autour de lui, il y a des gens, des artisans, de cette décentralisation dramatique aussi.
qui sont convaincus de la nécessité de venir travailler en banlieue avec un public spécifique. Alors Pierre Deboche commence à travailler d'abord à Vincennes, ils font le théâtre Daniel Sorano, puis il va venir fonder à Nanterre le théâtre des Amandiers. Il garde avec lui toute cette équipe, dont Monique Blin, Paul Savatier, Pierre Damiens, je ne vais pas tous les citer, mais il y a vraiment des vrais artisans. Et leur objectif, c'est ça, c'est véritablement venir en banlieue, s'ouvrir finalement, ouvrir la culture à des publics qui sont peu ou pas familiarisés avec la culture. Nanterre, en 1965, quand Pierre Deboche vient s'installer, c'est une ville qui est majoritairement ouvrière, 90%. Donc ce sont des travailleurs et qui n'ont pas nécessairement l'habitude ou le réflexe peut-être d'aller le soir après avoir travaillé, les corps sont fatigués, les corps sont abîmés par le travail, et ils n'ont pas le réflexe nécessairement d'aller vers la culture et considèrent même parfois que la culture ne leur est pas ouverte. Pierre Deboche, je trouve ça quand il arrive à Nanterre. Je crois qu'il vient amener du rêve aussi et dire la nécessité à la fois justement d'ouvrir ces institutions, ces lieux culturels, ils sont à tout le monde, il faut pouvoir justement les envahir et les investir et faire en sorte que, quelles que soient nos origines sociales, nous avons accès à la culture. Alors c'est une grande aventure qui va commencer, qui commence pas là, qui commence un peu pour les Nantériens, c'est à côté du lycée Joliot-Curie. C'est une petite rue qui s'appelle la Côte des Amandiers, et donc Pierre Deboche arrive et il va installer en fait un chapiteau, donc l'aventure des Amandiers, ce théâtre-là, ce magnifique bâtiment, Centre dramatique national, c'est 65 ans avant, avec l'implantation d'un chapiteau en 65. Il va finalement ensuite, donc il va y avoir, je vais rester sur l'historique pour que vous voyez un petit peu, 65 premier festival, 66 on continue aussi le festival jusqu'à 68, donc il va y avoir 3 années festivalières. Donc le théâtre n'a pas finalement n'a pas de lieu fixe avant 1969, ou un bâtiment provisoire qui est juste un peu plus haut maintenant, qui est au niveau de l'espace Chevreul, qui va être finalement pouvoir être bâti grâce à la lutte, bien entendu, de Pierre Deboche et de tous les habitants aussi de Nanterre qui veulent un théâtre dans leur ville. Donc théâtre provisoire de 69 jusqu'à 76, ça devait être court, ça devait être une période qui devait être courte, et puis finalement 76, là aujourd'hui, le bâtiment devant lequel on est, il va y avoir de 69 donc à 76 plusieurs années de lutte. La municipalité de Nanterre va bien entendu s'engager auprès, sous la figure de Raymond Barbet, va s'engager auprès de Pierre Deboche pour bien entendu soutenir ce projet de création dans la ville, qui est vraiment, je crois, quelque chose d'assez unique aussi dans l'histoire de la décentralisation, puisque généralement les autres théâtres de ce qu'on appelle la ceinture rouge, c'est-à-dire des municipalités communistes, ont eu rapidement un théâtre ou une salle. Nanterre a cette spécificité un peu d'être un lieu qui va se bâtir, qui va prendre du temps pour arriver à finalement avoir ce magnifique équipement que nous avons aujourd'hui, qui va être rénové bien entendu, mais ça c'est une autre histoire. Donc ce qui est important, c'est de voir que finalement la lutte de Pierre Deboche, elle est sans fin, c'est un vrai artisan, il a envie de faire venir les gens au théâtre, et pas seulement. Donc il va y avoir une programmation qui va être assez éclectique. Si le théâtre c'est le nerf bien entendu de tous des festivals qui sont présentés, il y a aussi, il va faire venir des grands chanteurs, il va faire venir Mouloud Jili par exemple, il va faire aussi, il va y avoir de la danse, il va y avoir du cinéma, des festivals, donc c'est quelque chose qui est, je crois que le théâtre des Amandiers est né comme un festival, et d'ailleurs dans l'origine du mot festival, c'est faire la fête, donc il y a cette idée véritablement de créer un lieu de vie et un lieu de fête. Alors, il va y avoir bien sûr aussi un accès à des textes peu connus. Alors ça, Pierre Deboche s'inscrit quand même, il a travaillé avec Villard, il le rencontre en 59.
Et il y a je crois, cette filiation aussi villarienne pour lui qui est importante. C'est faire entendre des textes classiques, des grands textes, et en même temps ouvrir aussi tout le théâtre finalement, et faire connaître, faire découvrir au public des auteurs qui sont peu connus. Et alors, sous l'influence d'Antoine Vitesse, il va ouvrir finalement tout le public à une culture de l'Est finalement, avec des textes comme ceux de Maxime Gorky, qui sont très peu connus à l'époque, en tout cas qui sont peu... qui reste de façon très dans des microcosmes, mais donc un texte de Maxime Gorky qui s'appelle Les Ennemis, où ce texte qui vient inaugurer en 65, donc l'ouverture du festival, du premier festival, vient parler justement de la condition ouvrière. Donc Pierre Deboche est à la fois un artisan, j'allais dire, d'un théâtre à la fois très proche du public, et en même temps il essaie de faire connaître, il y a ce rôle de découvreur aussi, permettre au public de se forger une culture à la fois classique, les grands textes classiques français, et puis aussi des textes annexes. Voilà. On peut peut-être discuter en anglais, je vais le prendre à la main, moi. Voilà, j'ai mieux. Voilà, moi j'ai mieux. Un acteur, il faut qu'il bouge. Donc, excuse-moi, mais moi j'ai un petit peu bougé. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous savez ce que c'est que la décentralisation, mais je ne vais pas vous emmerder avec ça. C'est un mouvement qui a pris naissance après la guerre, essentiellement dans 5 régions, avec des pionniers comme Jean Bastet, Hubert Ginoux, Maurice Sarrazin à Toulouse. Et c'est grâce, si je puis dire, à cette aventure qui a duré une trentaine d'années sous une certaine forme, qu'il y a un théâtre ici. On est en France le pays où il y a le plus d'outils pour faire du théâtre. Il y a le plus de maisons de théâtre au monde. Simplement, les choses sont en train de changer. Et moi, je trouve vachement symbolique qu'on soit devant les Amandiers qui sont en train de se refaire complètement. Pourquoi? Parce que la décentralisation telle qu'elle a existé, elle ne peut plus se refaire de la même manière. À l'époque, il y avait des pionniers. À l'époque, par exemple, il y avait tout un circuit de municipalités communistes qui soutenaient beaucoup la culture, qui soutenaient notamment Nanterre. Tout ça n'existe plus. À l'époque, il y avait des troupes d'acteurs. Il n'y en a plus une seule. Il y a une seule troupe, c'est la Comédie Française, c'est tout. Les maisons de décentralisation ont complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments, c'est comme un bateau, il faut entretenir le bâtiment. Donc il y a des techniciens, des administratifs, et puis un directeur. Et puis l'équipe artistique, si vous voulez, on va la chercher par spectacle, mais elle n'est plus permanente. Moi, j'ai travaillé pendant donc près de 20 ans dans des troupes permanentes. Il y avait même au Théâtre National de Strasbourg où j'étais, il y avait 2 troupes permanentes. Il y avait donc 2 tournées qui se faisaient en même temps. Et tout ça, je crois qu'il ne faut pas en avoir de nostalgie. C'était une période, c'est grâce à elle qu'existe ce maillage à l'intérieur de notre pays, et il faut que maintenant les choses se reconstruisent autrement. Alors j'ai vu qu'il y a, par exemple, moi j'ai vu que dans les revendications, notamment, il y avait avoir des troupes. Et ça c'est formidable. Moi, ça fait 70 ans que j'entends parler de refaire des troupes. Simplement, il faut en avoir la volonté. Ça coûte très cher. Franchement, ça coûte très cher. Simplement, je pense qu'il faut repenser, non pas la décentralisation, parce que maintenant, la France est décentralisée dans son ensemble. Simplement, il faut revoir comment retrouver le chemin d'un public, aller vers les gens qui n'ont jamais été au théâtre. Ça, la décentralisation, c'est toujours poser cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut dans une ville où il y a un outil de travail pour que cet outil parle à la population, pour que cet outil... Qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est donner à entendre et à voir les œuvres de l'humanité au plus grand nombre. Je parle un peu comme Malraux.
Mais c'était ça. Ça ne peut pas avoir disparu. Par contre, il faut que ça demeure, ça. Mais il faut bâtir ce fonctionnement culturel, je dirais, d'une autre manière. Ça, c'est à inventer. Moi, un vieux stock, vous avez un dinosaure devant vous. Hein. Moi, je ne peux plus. Mais il faut que les jeunes réinventent ça au maximum. Et pour ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire, à vrai dire. Je ne sais pas. La révolution. Comment? La révolution. La révolution? Oui, moi je veux bien, je suis tout à fait partant. Simplement, je ne veux pas être tout seul. Je vais vous rejoindre, Philippe, aussi, parce que du coup, je vais un peu rentrer dans l'arène également, parce qu'il y a des actions qui avaient été menées à Nanterre, j'aimerais bien qu'on puisse en parler peut-être ensemble. C'était le théâtre de quartier qui avait été mise en place par Pierre de Bosch et avec Antoine Vitesse aussi. Et donc ça s'était tenu en 68, 69. Et ce que faisait Pierre de Bosch, c'est que donc ils allaient, avec Antoine Vitesse, Antoine Vitesse avait monté notamment 2 pièces, une grande enquête de Félix Culpa, et puis aussi une pièce grecque, La Parade, qui faisait référence à la dictature des colonels en Grèce en 67. Et donc ils étaient allés dans les quartiers, jouer dans les petites, dans les maisons ou les foyers pour jeunes travailleurs, ou aussi dans les préaux, sous les préaux des écoles. Et je pense que moi, vous dites finalement réinventer cette décentralisation, peut-être que ça, faudrait qu'on en discute ensemble, mais ça passe aussi par l'éducation, je crois, et par le théâtre aussi, des propositions théâtrales qui soient faites, qui soient dès le plus jeune âge, peut-être. C'est sûr, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord. Le lien entre l'école et le théâtre a toujours existé. Enfin, moi, en tant qu'acteur, je dirais qu'une partie du public était constituée d'enseignants, souvent. C'est vrai. Mais là aussi. Mais à l'école, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les écoles, qui travaillent avec les hôpitaux, qui travaillent avec les prisons. Ça, c'est vachement bien. C'est très bien parce que ça nous sort un peu. En même temps, le bâtiment, il est magnifique, il est symbolique, il faut le garder, il faut surtout pas le perdre. Nous, on entend ce qu'on a fait, c'est Yvan, il nous a emmenés voir la salle. C'est quand même là, le lieu. Hein, c'est le lieu où tout se passe. Ça, faut le garder. Mais en même temps, il ne faut pas hésiter, effectivement, à aller vers l'extérieur. Et ça, c'est aussi pratiquement un nouveau métier. Moi, c'est pas mon métier, je suis pas relation publique. Hein. Il y avait eu un grand débat d'ailleurs en 68 par rapport à cette question-là, la création et l'urbaine, entre la création et l'animation. Et je pense qu'aujourd'hui, d'après ce que je vois de la nouvelle direction aussi, qui arrive ici avec ce projet quand même, à la fois d'être le théâtre soit un lieu de création, mais aussi justement qu'il y ait une part qui soit faite à l'animation, parce que les acteurs, bien entendu, et les directeurs n'ont pas à être finalement des communicateurs, ce sont des métiers différents exactement. Mais par contre, qui est effectivement une ouverture par des spécialistes, j'allais dire, ou des gens qui œuvrent à ça, justement, à cette ouverture, ça me paraît assez essentiel. Et je crois que le nouveau projet, justement, s'inscrit dans cette démarche-là. Est-ce que le théâtre de rue, c'est pas une passerelle justement pour faire revenir les gens vers le théâtre? Le théâtre aussi, certainement. Certainement. Il y a la chance simplement le théâtre de rue, il faut que ça soit très très bien fait. Il faut faire attention parce que ça a l'air facile et c'est pas facile du tout. Et si on fait pas gaffe, si on n'est pas balèze dans la représentation de rue, c'est terrible même. Je ne sais pas si vous avez été à Avignon déjà, quand il y a les parades dans les rues, si une splendide parade, ça donne envie, une qui est ratée, ça donne vraiment pas envie d'aller au théâtre. Et ça, c'est embêtant. Je pense qu'il faut être très vigilant sur le théâtre de rue. Mais c'est effectivement un moyen merveilleux de ramener les gens au théâtre. Et puis, ça se passe à l'extérieur, très bien. Est-ce que le théâtre doit rentrer aussi dans les usines?
Parce que si on veut sensibiliser les gens, moi je pense aux ouvriers qualifiés qui ont des salaires de misère et qui peuvent pas forcément aller au théâtre parce que les places, souvent, c'est pas donné. Je crois que, regardons actuellement ce qui se passe. Les artistes sont invisibles. On ne peut pas aller au théâtre, on ne peut plus aller au cinéma. Les salles de spectacle sont fermées. La culture en prend un coup, là. Et notamment les hommes de culture. Hein, je crois que c'est important. Moi, je suis poète, j'écris des poésies. Et je crois que c'est un genre littéraire qui a disparu complètement. À part, évidemment, on a à l'école, au lycée, quelques extraits de poètes Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Mais est-ce qu'on connaît Aragon? Est-ce qu'on connaît Victor Hugo à fond? C'était des poètes très très engagés. Moi, je suis très sensible au fait que les artistes soient invisibles et qu'on puisse les voir réellement. Alors, il y a des problèmes d'argent derrière aussi qu'il faut voir. Quand vous avez 1300 € par mois, il est difficile pour ces gens-là d'aller au théâtre, même s'ils veulent. Hein, et ils sont crevés, les OS. Hein. Ils sont fatigués. On ne peut pas demander à des gens qui sont fatigués d'avoir une bonne présence dans un théâtre et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Le théâtre des Amandiers est une richesse pour Nanterre aussi. Hein, il y a 3 théâtres à Nanterre. Hein. Il y a la Forge et il y a le théâtre par le bas. Et vous avez la maison de la musique, hein, oui, la maison de la musique. Oui, ça prouve aussi si la Forge est fermée, c'est qu'il y a un manque de personnes qui allaient à la Forge. Il y avait un public à la Forge. Il y avait des habitués à la Forge. Voilà, je veux dire. Et d'après vous, pourquoi ça ne fonctionne plus? Là, je ne parle pas de la moi, je pense qu'il y a aussi des questions de budget aussi. Parce que quand vous allez dans un théâtre, que vous êtes comédien ou acteur, vous devez être payé, c'est normal. Vous faites un travail, c'est vous qui le dites. Donc je crois qu'il faut une autre politique culturelle, à la vitesse, je crois que... Moi je pense quand même qu'il y a eu des avancées culturelles dans ce pays. On peut dire aussi que Jack Lang a fait venir aussi beaucoup de gens dans ces manifestations culturelles. Oui. Ouais, par exemple, sur le prix, c'est intéressant parce que c'est... Est-ce que vraiment l'ensemble des théâtres publics sont chers par rapport, par exemple, à un concert rock, par rapport à un match de foot? Parce qu'il y a des subventions, c'est pour ça. Excusez-moi, j'ai fait partie du premier conseil d'administration du Théâtre des Amandiers. J'avais 17 ans à l'époque. J'ai eu l'honneur d'être sollicité par la municipalité à l'époque, Raymond Barbet. J'ai des courriers d'archives avec les signatures de Pierre Debauche. J'ai travaillé aussi au théâtre, à la caisse. J'ai connu une certaine partie de l'équipe et j'étais très jeune, donc le théâtre était là, c'était un truc en fer et c'était vraiment un théâtre implanté dans la ville, ce qui fait que les Nantériens, excusez-moi, étaient très attachés et Pierre Debauche ne faisait pas simplement des interventions dans les écoles, mais il y avait un contact avec des entreprises, pas simplement les usines, des comités d'entreprise. Je vais m'asseoir. Et donc, par exemple, pour une pièce qui s'appelait Quelle heure peut-il être à Valparaiso, qui avait été mis en scène par Sergio Ortega, un Chilien. Ça a commencé ces initiatives à l'époque avec un grand forum qui s'appelait Les intellectuels des Hauts-de-Seine avec le Chili. J'ai participé à cette soirée et j'étais très sensibilisée
par ce problème qui était loin de nous, la dictature, Pinochet, le coup d'État. Et j'ai commencé à sympathiser avec Sergio Ortega. Ma mère a même élevé son fils pendant quelques années. Et depuis 1973, je suis toujours en contact avec la femme de Sergio, qui vit actuellement en Argentine. Et c'est comme une sœur. Donc, ma famille, on est d'origine très modeste. Et donc, débarquer Sergio dans ma famille, c'était un choc des cultures. Un super intello qui a fait des musiques de films, qui a été directeur d'une chaîne de télévision, qui a dû s'exiler ici. Et donc, au départ, le théâtre aussi était très populaire à Nanterre parce que c'était une maison de la culture. Donc, il y avait une pluralité de prestations culturelles. Pas seulement du théâtre, de la musique. Et toutes ces grandes crises, il les prenait aussi en compte. Et ça, c'était une des grandes qualités, je crois, de Pierre de Gauche. C'était cette idée que justement, il fallait aussi faire du théâtre avec les problèmes du monde, les porter sur scène. Et ce qui était assez intéressant, c'était aussi justement sur la pièce Quelle heure peut-il être à Valparaiso, c'était un travail avec effectivement des réfugiés chiliens, mais aussi il y a d'autres pièces, par exemple je pense Il va monter Les Misérables aussi, et c'est un travail collectif. C'est-à-dire que ce qui est totalement différent par exemple de ce que va faire Chéreau ensuite, c'est-à-dire vraiment un travail avec des acteurs professionnels. Pierre de Gauche aussi travaillait avec justement des habitants ou aussi des amateurs, et c'était important pour lui aussi qu'il y ait cet aspect collectif, cette démarche collective. J'ai vu des répétitions, ça me fait plaisir d'en parler, c'est des très très bons souvenirs pour moi. J'ai vu des répétitions, le montage de la pièce Catherine, d'après les cloches de Val d'Aragon, mis en scène par Pierre Vitesse, qui après je ferai partie au Palais de Chaillot comme directeur en Pierre Vitesse. En tout cas, merci Pierre, merci tous les autres, toute l'équipe de l'époque. Et puis espérons que la culture continue à vivre. Merde. Merci, effectivement, j'ai entendu dire que Pierre de Gauche faisait des spectacles effectivement aussi en langue étrangère au début. Il a transcrit ses pièces, alors je ne saurais pas dire lesquelles. Il y a des pièces de Brecht notamment. Des pièces de Brecht qui ont été jouées qui avaient été des extraits qui avaient été traduits en portugais, en espagnol, et en langue arabe aussi. Et en langue arabe aussi. Exactement. Donc c'était vraiment un sens donné, c'est-à-dire on fait du théâtre effectivement pour la proximité, pour ceux qui ont la possibilité, effectivement, dans les bidonvilles à l'époque, qui étaient aux alentours, de venir écouter le théâtre est pour eux. Voilà. Donc, quand on parle du théâtre de rue, actuellement, bon, effectivement, ça fait écho. C'est une autre manière de travailler. Il y a des festivals, c'est très localisé. Difficile de voir du théâtre de rue hors des festivals. Mais on a cette chance. Mais pour autant, oui, voilà. Et on a eu des échanges aussi importants avec Philippe Guérin là pour organiser cet événement. Qui s'occupe du théâtre du bout du monde à Nanterre. J'espère que vous le connaissez. En tout cas, il fait un travail formidable depuis plus de 30 ans. Et il faut vraiment applaudir ce personnage que moi je découvre à l'occasion. Parce que si on ouvre des agoras, on a décidé. On a ouvert l'agora et on s'est dit, bon alors, on fait une agora de Nantais, du théâtre des Amandiers. Non, parce qu'on est en travaux, donc on va faire une agora des luttes de Nanterre.
pour bien dire qu'en fait, on est tous là. Et si le théâtre il est là, c'est grâce aux Nanterriens également. Donc c'est toute une histoire à remettre en œuvre, à remettre sur pied, à faire connaître absolument, pour qu'on sache où sont les forces vives. Alors effectivement, quand Christophe Roch arrive avec un beau projet, puisqu'il nomme le projet là, qui va l'emmener sur une dizaine d'années, on est très content qu'il soit ici, en disant c'est le théâtre en partage, et il faut voir sa présentation, il met sur la première page que des verbes donc, qui montrent l'action possible et nécessaire pour que effectivement le théâtre convoque à la fois le public et à la fois une disposition de chacun pour venir et pour s'inscrire dans ce déroulement des choses. Voilà. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vues sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni